Madame Napas, on a cette étude-là qui est le premier de 4 volets. Là, il va y en avoir d'autres. On a certains résultats. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire d'abord ce genre de recherche-là? Est-ce que c'est utile? Je pense que c'est très utile, surtout pour à la fois les bébés et leurs parents, ou lors de la naissance, on n'est pas capable de formuler un diagnostic précis pour savoir qu'est-ce qu'il a, ce bébé-là. OK. Ça, c'est dans le cas des bébés malades. Mais l'étude s'intéressait surtout aux bébés, en fait, s'intéressait uniquement aux bébés en santé, la possibilité d'avoir un séquençage de milliers de gènes pour des bébés en santé. Oui, Ça, c'est autre chose. ça Là. c'est différent, mais c'est important de savoir que ça entre par la porte des bébés malades, dans des cas très précis, et où donc le système des hôpitaux va s'habituer à faire les séquençages entiers des nouveau-nés parce qu'ils sont en crise. La plus grande question est si ça marche et ça nous donne beaucoup plus de connaissances qui pourraient peut-être ou prévenir des maladies infantiles ou même les traiter à la naissance ou nous donner surtout, en plus, des renseignements sur les parents ou d'autres membres de la famille. Donc, un bébé peut servir comme un portail pour d'autres membres de sa famille et pour, bien sûr, d'autres enfants avec la même condition. Okay. Ça ouvre les portes à beaucoup de choses, hein, parce que vous disiez, ça peut peut-être être utile. Le peut-être est important, si je comprends bien. Là. Peut-être c'est parce que la validité, il faut l'établir. Pour moi, un principe d'éthique avant l'autonomie, justice, vie privée, c'est la qualité. Et on ne devrait pas, sauf peut-être en recherche, parce que c'est un début de recherche, c'est d'établir la validité et la qualité de certains tests. Si on démontre que c'est vraiment un outil utile pour les nouveau-nés, les programmes de dépistage, ce n'est pas un programme où on peut choisir, oui, aujourd'hui, je vais aller me faire tester ou faire tester mon enfant. Dépistage, c'est qu'on cherche dans une population, les nouveau-nés, 70 000 au Québec par année, est-ce qu'un enfant a risque? Mais avec le séquençage entier, on va savoir tout sur son génome, mais pas nécessairement comprendre tout ce qu'on va voir sur son génome. Oui, c'est ça, parce que la difficulté, c'est qu'on peut apprendre un certain nombre de choses, mais on n'a pas les réponses. On est loin d'avoir les réponses à tout, parce que les gènes, il y en a d'impliqués dans un tas de maladies. Il y en a qui vont être actifs et d'autres pas du tout. Hein. C'est pas ça un peu le problème, c'est de ne pas être capable de fournir des réponses? Oui, le rôle de l'environnement, les facteurs socio-économiques, l'histoire familiale, les maladies rares. Il y a tellement d'autres facteurs que le seul dépistage ou connaissance sur un génome d'un enfant sera très limité. L'intérêt du dépistage, c'est qu'on peut cibler des enfants qui auront besoin ou qui ont besoin d'une façon immédiate. Mais si on touche à un programme de dépistage universel, il faut faire attention parce que c'est un programme de santé publique. Il y a presque une obligation pour les parents de dire oui. On peut dire non, mais il y a des gens qui vont dire si un parent dit non, je vais appeler la protection de la jeunesse. C'est parce que c'est pour le meilleur intérêt de l'enfant de savoir si l'enfant est à risque ou pas. Donc, avant d'introduire un test dans un système de santé publique, de dépistage, il faut vraiment avoir des critères et des données très probantes. Et quel genre de données, en fait, parce que des données probantes là-dedans, ça va se développer, mais ça risque de prendre un certain temps. Donc, on ne risque pas d'avoir ça très bientôt, un dépistage systématique. Là. Non, non. Déjà, pour les maladies dont on dépiste maintenant, c'est quelque chose, un test qui est très sensible, très spécifique. Il y a un traitement disponible ou il y a une prévention disponible. Il faut rencontrer tous ces critères classiques qui existent depuis longtemps. Et on ne veut pas nuire à ces programmes-là qui sont dans l'intérêt de l'enfant simplement parce qu'on aurait pu trouver quelque chose quelque part dans quelqu'un. Pour les parents, ça doit être complexe parce qu'on peut apprendre un certain nombre de choses. Ça se peut quand, chez des nouveau-nés, on apprenne qu'une maladie qu'on ne voit pas, mais qui pourrait apparaître. Mais il y aura toujours beaucoup de questions sans réponse. Pour les parents, ça veut dire quoi? Ça peut être une source de stress. Oui, et en même temps, on peut se préparer aussi au lieu de réagir 4 ans plus tard. La plupart des normes éthiques gouvernant les tests génétiques pour les enfants en général, que ce soit dépistage ou diagnostic précis, clinique,
c'est que ça doit être dans le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, on a vraiment, on fait grande attention de suggérer de l'ajouter des tests sur la liste des maladies dépistées. OK. Mais là, si un dépistage thématique, ça, c'est beaucoup plus au hasard. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir toutes sortes de réponses, dont des réponses intéressantes et des réponses, c'est-à-dire Oui, des pistes qui oui. n'amènent nulle part, là. Parce que Il y en a dire à un parent qu'il y a un risque d'avoir une maladie grave, mais sans pouvoir quantifier ce risque-là, ça pose des problèmes, non? Il y a une approche intermédiaire qui est en train de se développer, surtout en Europe, où on fait grande attention. Ils ont un système où les pays, la plupart des pays, comme nous, universel, accessible, etc. Et donc, on suggère, au lieu de dire les parents veulent tout, parce que chaque parent veut, faites tout ce que vous pouvez pour mon enfant, je veux savoir, c'est de créer un panel et de ne pas tester ni dans un programme de dépistage, dépister pour les maladies à apparition tardive. Parce que c'est lors de leur vie adulte qu'ils vont rencontrer ces maladies, exprimer ces maladies-là. Et donc, l'intérêt, c'est de traiter l'enfant avant l'âge de majorité, pendant sa jeunesse, au lieu de traiter des maladies qui vont apparaître plus tard. Et à 18 ans, chaque personne peut aller demander un test. Vous disiez tantôt, on peut, avec les enfants, découvrir des choses sur les parents. Il n'y a pas un problème, là, parce que, dans le fond, est-ce que c'est pour le bien de l'enfant si on découvre un problème chez les parents, Oui. par exemple le BRCA1 et Le 2, statut là, de porteur, oui, c'est ça. oui, Ouais, ou c'est d'autres embêtant, ça, membres là, de la non? famille, des frères, des sœurs, des oncles, où on peut décider de ne plus avoir un autre enfant parce que l'enfant sert comme une espèce d'alarme dans la famille pour la présence d'une maladie quelconque. Oui, c'est tout est familial. Bon, on peut aller plus large, tout est populationnel, tout est, les gènes sont partout et on partage des gènes. C'est une information un renseignement qui est hautement personnel et en même temps familial, puis qui touche à d'autres membres de notre famille. S'il y avait un frein, selon vous, le plus important à ce programme-là, parce qu'il y a beaucoup, on vient de le dire, il y a beaucoup d'inconnus là-dedans, quel serait le plus important frein à ce programme-là? Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Frein, pour moi, ce ne sera pas les questions éthiques et juridiques. On peut prendre une approche très modulée, basée sur la validité analytique, scientifique, etc., fur et à mesure que la science avance. Limite, ce sera question de ressources, parce qu'il y a un suivi. On ne fait pas un programme. Oui, on va seulement vous appeler si on voit quelque chose, mais quelque chose dans un séquençage entier, on n'a qu'une idée. On fait des promesses. Et comment faire des promesses qu'on n'a pas des ressources?